Pourquoi? Murmura Élise Moreau, les larmes traçant des sillons salés sur ses joues alors que son regard restait figé sur l'écran lumineux de son téléphone. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? L'église, magnifiquement décorée de roses blanches et de rubans de soie ivoire, baignait dans une lumière douce, mais vide. Les bancs autrefois prévus pour accueillir les rires, les applaudissements et les regards attendris n'étaient que silence et bois nus. Il ne restait qu'elle, seule, figée dans sa robe blanche aux broderies délicates, assise dans son fauteuil roulant, face à l'autel. Sur l'écran, les mots qui venaient de briser son monde pulsaient encore avec une cruauté glacée. Je ne peux pas le faire. Je suis désolé, mais je ne peux pas imaginer une vie avec une femme handicapée. Julien. Élise leva les yeux lentement vers le crucifix suspendu au-dessus de l'autel. Ses doigts tremblaient en serrant son bouquet avec une telle force que ses jointures devinrent blanches. Elle aurait voulu hurler. Pleurer. Disparaître. Une voix masculine brisa soudain le silence, douce et respectueuse. « Vous avez besoin d'aide, mademoiselle ?» Elle ne se retourna même pas. « À moins que vous ne puissiez me faire remarcher, ou me ramener avant l'accident, je doute que vous puissiez faire quoi que ce soit. » L'homme s'approcha lentement, jusqu'à se placer face à elle. Il portait un costume sombre, bien coupé, une rose blanche épinglée à sa boutonnière. Son regard n'était ni gêné, ni condescendant. Juste sincère. « Je ne peux pas accomplir de miracle, » admit-il doucement. « Mais je peux peut-être vous offrir un mouchoir. » 3 mois plus tôt, Élise était encore une kinésithérapeute accomplie à l'hôpital général d'Aix-en-Provence. Elle menait une vie active, indépendante. Elle avait rencontré Julien Soto, un brillant avocat d'affaires, lors d'un gala caritatif. Ce fut le coup de foudre. Dîner sous les lampions, balade à Arles, projet de vie à deux, tout semblait parfait. Jusqu'à cette nuit de pluie battante. Un conducteur ivre, un angle mort, une voiture lancée trop vite. Elle s'était réveillée à l'hôpital, les jambes engourdies. Lésion à la moelle épinière. Paralysie temporaire, selon les médecins. 50% de chances de remarcher. Julien, au début, était resté. Il venait à ses séances de rééducation. Il la soutenait. Ou du moins, elle le croyait. Mais ses visites devinrent moins fréquentes. Les messages plus brefs. Elle avait voulu croire que c'était à cause du stress, des préparatifs du mariage. « Il vous a laissé seul ?» demanda soudain l'homme, tirant Élise de ses pensées. Elle soupira. « Ma famille est dehors. Je leur ai demandé quelques minutes de solitude. » Elle tourna finalement la tête vers lui. « Vous êtes le responsable de l'église ?» Il sembla hésiter. « En quelque sorte. Je m'appelle François. » « Eh bien, François, sachez qu'aujourd'hui, j'ai été abandonné devant l'autel. Mon fiancé a décidé qu'une femme en fauteuil roulant ne valait pas la peine. » François ne répondit pas tout de suite, puis lâcha d'un ton sec. « Alors c'est un imbécile. » Élise fut surprise par cette réponse, et un léger rire, mi-amer, mi-sincère, s'échappa de ses lèvres. « Ma cousine Lucie essaie de gérer le désastre à l'extérieur. Mes parents se disputent sur ce qu'il faut faire avec les invités. Et moi, je suis là, à parler avec un inconnu, parce que je ne peux pas affronter le monde en roulant au lieu de marcher au bras de mon père, comme on l'avait répété. » Les mots sortaient d'elle en cascade. Elle ne comprenait même pas pourquoi elle se confiait à cet inconnu. Peut-être parce qu'il n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Il écoutait, simplement. François s'agenouilla à sa hauteur, sans une once de pitié dans les yeux, un regard rare. « Ma sœur aussi est en fauteuil roulant, » dit-il doucement. « Un accident, il y a 5 ans. Je ne prétendrai pas tout comprendre, mais, j'ai vu ce que c'est. » Élise le regarda attentivement. Son visage était calme, ses yeux pleins de vérité. « Et elle va bien aujourd'hui ?» demanda-t-elle, presque à voix basse. « Très bien. Elle dirige une entreprise, elle nage en compétition, elle est amoureuse. Le fauteuil ne la définit pas. Et surtout, elle est aimée comme elle est. » « Quelle chance !» murmura Élise. « Que son copain ne l'ait pas fui. » François sourit tristement. Son fiancé, lui, l'a quitté. L'homme qui partage sa vie aujourd'hui l'a rencontré après. Quelqu'un qui a vu ce qu'elle est, pas ce qu'elle avait perdu. Pour la première fois depuis longtemps, Élise sentit une brèche dans sa douleur. Un souffle de quelque chose qu'elle avait oublié, la paix. « Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça, dit-elle.
Parfois, c'est plus facile avec des inconnus, répondit François. Ils n'ont aucune attente. À ce moment, la porte de l'église s'ouvrit, et Lucie entra précipitamment, la robe lavande froissée par l'agitation. Élise, tes parents s'inquiètent. Tu vas bien? Son regard alla de sa cousine à François, intrigué. Je vais bien, Lucie. J'arrive. Avant de partir, Élise se tourna vers François. Merci de m'avoir écouté. Il sortit alors une petite carte de sa poche, la glissa discrètement dans la main d'Élise. Si un jour tu veux reparler, sans attente, murmura-t-il avant de s'éloigner vers une porte latérale. Alors que Lucie poussait doucement le fauteuil vers la sortie, Élise baissa les yeux sur la carte, pas de logo, pas d'entreprise. Juste un nom, un numéro. François. Elle n'aurait jamais imaginé que cette rencontre, au plus sombre de sa vie, allait allumer une lumière inattendue. Une semaine plus tard, François était assis dans son bureau, les yeux posés sur l'écran de son ordinateur portable. Mais il ne lisait pas. Il revoyait l'image d'Élise, seule dans cette cathédrale, dans sa robe immaculée, brisée mais fière. Il n'arrivait pas à la chasser de ses pensées. Il avait bâti un empire technologique à partir de rien. Fils d'un garagiste d'Avignon, il avait lancé sa première application pendant ses années universitaires. À 34 ans, il était à la tête de plusieurs entreprises, salué par la presse économique comme l'un des esprits les plus brillants de sa génération. Mais la réussite a souvent un prix, la solitude. La semaine précédente, il avait assisté à la cérémonie d'adieu de Michel Varnier, son mentor, son premier investisseur. Le destin, facétieux, l'avait fait se perdre dans les couloirs de la cathédrale Saint-Sauveur et y rencontrer Élise. Un coup frappé à la porte le tira de ses pensées. Entre. Alexandre, son cousin et associé, entra avec une pile de dossiers. Tu penses encore à la fille de l'église, dit-il avec un demi-sourire. Elle s'appelle Élise. François, les investisseurs allemands nous attendent demain. Concentre-toi. Mais 5 minutes plus tard, François refermait son ordinateur. J'annule mes rendez-vous de l'après-midi. 30 minutes plus tard, il était de retour devant la cathédrale Saint-Sauveur. Il ne s'attendait pas à la revoir. Mais quelque chose en lui avait besoin d'être là. Et à sa grande surprise, elle était là. Assise dans son fauteuil, vêtue d'une robe bleue simple, les cheveux relevés en chignon flou. Le même regard calme. La même force tranquille. « Tu viens te confesser » lança-t-elle en le voyant. Il sourit. « Peut-être. Et toi ?»« Je suis venu faire la paix. Avec Dieu, avec moi-même. Je ne veux pas que cet endroit reste à jamais le théâtre d'un abandon. » Il s'assit à côté d'elle sur un banc de pierre. Le silence s'installa. Un silence apaisant, rare. « Comment vas-tu » demanda-t-il enfin. « Je survis. Et toi ?» Il hésita, puis sourit. « Je t'ai cherché. »« Je t'ai aussi cherché » avoua-t-elle. « Sur Internet. Et tu n'es pas exactement le responsable de l'église. » Elle croisa les bras, faussement vexée. « Tu es François Delval, fondateur de Teglatam, entrepreneur multimillionnaire. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il soupira. « Parce que, pour une fois, quelqu'un me regardait comme un homme, pas comme un trophée. » Elle le fixa longuement. « Je n'aime pas qu'on me cache des choses. Je n'ai pas menti. J'ai juste oublié de dire certaines choses. » Puis, après un silence, il ajouta. « Mais tu as raison. J'aurais dû être honnête. Je suis désolé. » Élise pencha la tête. « Excuses acceptées. Pour cette fois. » Un sourire éclaira le visage de François. « Et si on écrivait un nouveau chapitre ? Ma fondation aide les personnes en situation de handicap à retrouver leur autonomie, leur confiance, leur avenir. Et toi, Élise, tu pourrais nous aider. Pas comme patiente. Mais comme partenaire. Tu sais mieux que personne ce que c'est que de reconstruire un corps et une vie. » Élise sentit un frisson d'espoir la traverser. Pour la première fois, depuis l'accident, elle ne se sentait plus prisonnière. « C'est un début, murmura-t-elle. François se leva et tendit la main. « Alors, on commence aujourd'hui ?» Elle prit sa main. Et dans ce simple geste, se trouvait tout ce que l'avenir promettait, la possibilité d'aimer à nouveau, de croire, et surtout, de marcher, non pas avec les jambes, mais avec le cœur.
Accéder à la technologie pour gagner en autonomie. Tel était l'objectif du nouveau programme que la fondation de François lançait. Et il cherchait une personne d'expérience, à la fois compétente et inspirante, pour en prendre la direction. Ce jour-là, face à Élise Moreau, il ne tourna pas autour du pot. On cherche un ou une kinésithérapeute pour diriger un projet pilote. Ton profil serait parfait. Élise haussa les sourcils, surprise, puis son regard s'assombrit. Tu m'offres un emploi par pitié? Un silence tendu s'installa. François, légèrement raide, soutint son regard. Non. Je te le propose parce que tu es brillante. Parce que tu es kiné. Et parce qu'avec ce que tu vis, tu as une perspective unique, à la croisée de l'expertise et de l'expérience personnelle. Et ça, c'est précieux. Inestimable, même. Élise le scruta longuement, tentant de déceler s'il disait vrai ou s'il se payait juste sa conscience. Puis elle se radoucit. Je vais y réfléchir. Ils échangèrent leurs numéros, et promirent de se rappeler. Quelques heures plus tard, en regagnant son bureau, François trouva Alexandre qui l'attendait, anxieux. Où étais-tu passé? Les Allemands ont avancé l'appel vidéo. Désolé, j'avais un impératif. Plus important qu'un contrat de 50 millions de dollars? François ne répondit pas. Il se contenta de retirer sa veste, l'air absent. Ce soir-là, alors qu'il examinait les profils pour le programme, son téléphone vibra. Un message s'afficha sur l'écran. J'accepte ton offre. Élise. 2 jours plus tard, Élise retrouvait sa meilleure amie, Danielle Torel, dans un café proche de la fondation. T'es sûr de ce que tu fais? Demanda Danielle en remuant son café. C'est un poste, Dani. Un vrai. C'est tout ce que je veux. Pas un mari. J'ai enquêté sur lui. C'est un patron redoutable, et un homme qui ne garde jamais une femme plus de 3 mois. Il séduit, consomme, puis disparaît. Et alors? Ce n'est pas une demande en mariage. Mais en elle, quelque chose frémit. Un doute, un souvenir. Une fragilité. Le jour de sa prise de poste, Élise fut frappée par l'architecture du bâtiment, moderne, verdoyant, tout en verre et en lumière, conçu pour accueillir toute forme de mobilité. Pourtant, dans les couloirs, elle sentait les regards. Les curiosités. Les murmures. François l'attendait dans son bureau. Bienvenue dans l'équipe, Élise. Je suis persuadé que tu feras des merveilles ici. Peu à peu, elle prit ses marques. Son bureau, ajusté à ses besoins, offrait un confort inédit, espace dégagé pour le fauteuil, bureau réglable, technologie d'assistance intuitive. Elle travaillait avec passion, développant des programmes innovants mêlant thérapie physique et outils numériques. Même les plus sceptiques de l'équipe furent contraints d'admettre la pertinence de ses idées. François, lui, l'observait avec un mélange d'admiration et d'émotion difficile à dissimuler. Chez les Moreau, cependant, le scepticisme dominait. Je n'aime pas cette situation, déclara Robert, le père d'Élise, à l'heure du dîner. Cet homme a trop de pouvoir, et elle est encore fragile après. Julien. Robert, intervint Camille, sa mère. Elle est adulte. Elle mérite de reconstruire sa vie. Et ce travail lui donne de la force, je le vois. Dans le bureau de François, la tension montait aussi. Tu deviens fou, lâcha Alexandre. Les investisseurs s'inquiètent. Ils disent que t'as embauché ton ex abandonné en fauteuil pour redorer ton image. Ou pire, qu'elle est là pour ton argent. François frappa du poing sur le bureau. Elle est ici pour ses compétences. Si quelqu'un insinue autre chose, il aura affaire à moi. Ce qu'il taisait, même à lui-même, c'est que son intérêt pour Élise allait bien au-delà du cadre professionnel. Elle éveillait en lui quelque chose de neuf, de profond. Une sorte de fascination pour cette femme brisée mais debout, vulnérable et pourtant indomptable. Un matin d'octobre, la pluie s'abattait sur la ville. Élise tenta de manœuvrer son fauteuil seule sur la rampe d'accès. « Je peux le faire », murmura-t-elle. « Je le sais. » « Mais il pleut, et le sol est glissant », répondit François en tenant le parapluie au-dessus d'elle. « Tu es aussi têtu que moi », souffla-t-elle en acceptant enfin son aide. Dans les couloirs, les salutations étaient discrètes. Mais les regards en disaient long. Le patron s'intéressait de très près à la nouvelle directrice de programme, et les rumeurs allaient bon train. « Réunion à 10 heures pour le projet des tablettes », lui rappela-t-il en s'éloignant.
Elle s'installa à son bureau, ouvrit son ordinateur. Son téléphone vibra. Un message de Daniel. On déjeune ensemble? J'ai des potins. Elle sourit. Malgré ses mises en garde, Daniel avait été son rock pendant cette transition. À 14 heures, ils partageaient une table près du bureau. Alors? Comment ça se passe avec le millionnaire? Bien. Le travail est intense, mais stimulant. Et François? Elle hésita. C'est un bon patron. Juste. Exigeant. Daniel la fixa, dubitatif. Juste un patron? Parce qu'on dit qu'il passe plus de temps dans ton bureau que dans le sien. Élise sentit ses joues chauffer. On bosse ensemble. On développe un gros projet. C'est normal. Élise Moreau. On se connaît depuis le primaire. Tu ne me mens pas à moi. Dis-moi ce qui se passe. Il ne se passe rien. Vraiment. Je sors à peine de l'enfer avec Julien. Je ne suis pas prête pour autre chose. Parfois, pour oublier un homme, il suffit d'en rencontrer un autre, glissa Daniel, espiègle. Plus tard, en rééducation, Élise s'investit avec une ferveur nouvelle. Tu as une flamme différente aujourd'hui, nota Céline, la kiné. Je veux retrouver mon autonomie, répondit-elle. Mais en vérité, c'était un regard qui l'habitait. Celui de François. Jamais de pitié dans ses yeux. Seulement du respect, et peut-être un soupçon de tendresse. Ce week-end-là, elle accepta de rencontrer la sœur de François. Sarah Moreau, ex-championne paralympique de natation, dirigeait aujourd'hui une organisation pour athlètes handicapés. Mon frère ne parle que de toi, dit-elle avec un sourire. Il dit que tu es brillante. Je ne fais que mon travail, répondit Élise, gênée. François ne distribue pas les compliments. S'il t'en fait, c'est qu'il t'admire. Plus que tu ne l'imagines. Sur le chemin du retour, le silence s'installa dans la voiture. Ta sœur est impressionnante. Oui. Elle l'est. Après l'accident, personne ne pensait qu'elle s'en relèverait. Elle nous a tous surpris. Et son fiancé, demanda Élise, se souvenant de ce que François lui avait confié à la cathédrale. Il serra le volant, mâchoire contractée. Ils étaient à 3 mois du mariage. Il a dit qu'il ne pouvait pas. Que ce n'était pas la vie qu'il avait signée. Il est parti. Élise frissonna. Elle connaissait cette douleur. Ce rejet. Puis elle a rencontré Martin. Un nageur. Il l'a vu d'abord comme une athlète. Puis comme une femme. Le fauteuil ne l'a jamais dérangé. Arrivé devant chez elle, François descendit pour lui ouvrir la portière. Leurs regards se croisèrent, suspendus dans un instant fragile, doux et lourd à la fois. Merci pour aujourd'hui, murmura Élise. Il ne répondit pas, mais son regard parlait. Et dans le silence qui suivit, quelque chose se noua entre eux, quelque chose que ni les mots ni les gestes ne pouvaient encore nommer, mais que leur cœur avait déjà reconnu. Merci d'être venu, murmura Élise avec douceur. C'est moi qui te remercie, répondit François en l'aidant à manœuvrer son fauteuil. Ma sœur n'arrête pas de m'envoyer des messages pour me dire à quel point elle t'a trouvé formidable. À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit dans un souffle un peu brusque. Robert Moreau apparut sur le seuil, le visage fermé, la mâchoire crispée par une tension mal contenue. Bonsoir, lança-t-il d'une voix sèche à l'attention de François. Élise, attentive, réagit aussitôt. Papa, je te présente François, mon patron. Monsieur Moreau, enchanté, dit François en lui tendant la main. Robert la serra brièvement, sans chaleur. Ma fille parle beaucoup de vous, et de votre fondation. Il paraît que vous lui offrez une belle opportunité. C'est plutôt elle qui nous apporte une chance inestimable par son talent, répondit François avec diplomatie. Une fois François reparti, Élise rejoignit ses parents dans le salon. Un silence flottait, chargé de sous-entendus. Il est bien attentionné, pour un simple patron, lança Camille d'un ton soupçonneux. Maman, s'il te plaît, soupira Élise. François est un homme bien. Il m'a tendu la main quand tant d'autres m'avaient abandonné. J'ai peur que tu sois dans une position vulnérable, intervint Robert, plus inquiet qu'autoritaire. Tu viens de traverser une épreuve difficile avec Julien. Ce François est puissant, influe, et ce genre d'homme, on ne sait jamais. Ce n'est pas parce qu'il est puissant que c'est un monstre, rétorqua Élise, blessée.
Vous m'avez toujours appris à ne pas juger les gens sur leur apparence ou leur statut. Alors pourquoi ce principe ne s'appliquerait-il pas à son compte en banque? Dans les semaines qui suivirent, la relation entre Élise et François se transforma doucement. Ce qui n'était que professionnalisme devint complicité. Ils parlaient longtemps après les heures de travail, s'envoyaient des messages à toute heure du jour et de la nuit. Les dîners supposément professionnels s'éternisaient, glissant peu à peu vers des confidences plus personnelles, des éclats de rire partagés, des regards qui en disaient long. À la Fondation, le programme lancé par Élise pour offrir des technologies adaptées aux écoles publiques gagna rapidement une reconnaissance nationale. Son nom circulait dans les médias, les colloques, les conférences. Mais dans les bureaux de Terre d'Espérance, une autre tempête grondait. Les investisseurs s'inquiètent, lança Alexandre à François, son ton trahissant un certain agacement. Ils pensent que ta proximité avec cette femme affecte ton discernement. Ma vie privée ne concerne pas les investisseurs, répondit François d'un ton glacial. Sauf quand elle met leur argent en jeu. Tu t'es déjà demandé si elle ne se servait pas de sa situation pour te manipuler? Ce serait une belle histoire à vendre, la fiancée trahie qui séduit le riche bienfaiteur. François se leva brutalement, les yeux sombres. Ne t'avise plus jamais de suggérer une chose pareille. Élise vaut plus que tous vos placements réunis. Et c'est ce jour-là, sans le dire encore à voix haute, qu'il comprit ce que tout le monde avait déjà vu, il était en train de tomber amoureux d'Élise Moreau. 6 mois. 6 mois que j'ai été laissé devant cette église, et je n'arrive toujours pas à monter ces foutues marches, murmura Élise, son regard fixé sur les 3 marches séparant le trottoir de l'entrée du centre de rééducation. François se plaça à ses côtés, la voix douce. Patience. Tu veux que je t'aide? Elle acquiesça. Depuis plusieurs mois, il assistait régulièrement à ses séances. Présent mais discret, il posait ses mains fermes sur les poignets du fauteuil quand elle se lançait dans un exercice difficile. Ces gestes simples lui offraient une sécurité qu'elle n'avait jamais connue avec Julien. Le docteur dit que je progresse bien. La sensibilité revient, un peu plus chaque semaine. Tu es incroyable, répondit François avec ce sourire qui faisait battre le cœur d'Élise à chaque fois. Ce jour-là, la séance fut particulièrement intense. Céline, la kinésithérapeute, l'encouragea à se surpasser. On tente quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je pense que tu es prête à supporter ton poids seule. Élise fixa les barres parallèles devant elle, partagées entre peur et espoir. François rangea son téléphone et se concentra entièrement sur elle. Tu peux le faire, dit-il simplement. Avec l'aide de Céline, Élise se positionna entre les barres. Ses bras tremblaient, ses jambes semblaient lui échapper. Puis, lentement, presque imperceptiblement, ses muscles réagirent. Elle sentait son propre poids, et elle le portait. « Je suis debout !» cria-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues. François s'approcha, un éclat de fierté illuminant son visage. Ils échangèrent un regard, et dans ce silence chargé d'émotion, tout fut dit. Ils célébrèrent cette victoire dans un petit restaurant italien du centre historique d'Aix-en-Provence. Le propriétaire, ami de François, avait tout prévu, une table accessible avec vue sur la place, un menu adapté, une ambiance feutrée. À ce premier pas, dit François en levant son verre. Techniquement, j'ai juste tenu debout, sourit Élise. Chaque voyage commence par un acte de courage. Et toi, Élise Moreau, tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Ce soir-là, quelque chose changea. Le fil ténu entre l'amitié et l'amour devint plus flou. Les regards duraient un peu plus, les mains se frôlaient avec une tendresse nouvelle. Leur conversation prenait une autre couleur, plus intime, plus essentielle. À la Fondation, le programme pour les écoles rurales mené par Élise bouleversait l'accès à l'éducation pour les enfants en situation de handicap. François, impressionné, décida de doubler le budget. Je n'ai jamais vu mon frère aussi impliqué dans un projet, remarqua Sarah, la sœur de François, lors d'une de leurs sorties entre femmes. Et aussi intéressé par la personne derrière. Élise rougit. Nous sommes juste amis et collègues. Sarah haussa un sourcil. Bien sûr. Et moi je nage uniquement pour le plaisir. Chez les Moreau, les dîners familiaux devenaient plus fréquents. Peu à peu, Robert et Camille changèrent. Devant la constance et la bonté de François, leurs réserves fondaient. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais, confia Robert une nuit à sa femme. Je pensais qu'il serait hautain, mais il est plus travailleur que quiconque. Et regarde comment il la regarde,
ajouta Camille dans un sourire. Comme si elle était un miracle, ou plutôt un miracle à roulettes. Maman, protesta Élise, un peu gênée, mais touchée au fond que ses parents voient enfin ce qu'elle voyait elle aussi. Un vendredi soir, la fondation organisa un gala de bienfaisance. François insista pour qu'Élise l'accompagne non pas comme employée, mais comme son invitée personnelle. Elle portait une robe vert émeraude, élégante et conçue spécialement pour elle. Lorsqu'il la découvrit, François en eut le souffle coupé. « Tu es Hermosa » murmura-t-il en la prenant délicatement dans ses bras. La soirée fut marquée par des discours inspirants et des dons généreux. Puis l'orchestre entama une mélodie douce. « M'accorderais-tu cette danse » demanda François en s'agenouillant à côté de son fauteuil. « Je ne peux pas danser » répondit Élise, en désignant ses jambes immobiles. « Bien sûr que tu peux » insista-t-il. Avec une infinie délicatesse, il poussa son fauteuil jusqu'à la piste. Il commença à mouvoir la chaise au rythme de la musique, tournoyant avec grâce entre les couples. Élise, d'abord un peu gênée, se laissa porter. Elle avait l'impression de voler. Il n'y avait plus de regard, plus de jugement. Juste deux, dans la lumière tamisée, unis dans un mouvement harmonieux. Quand la musique s'arrêta, leur visage était si proche qu'elle sentait son souffle. Elle crut qu'il allait l'embrasser, mais une sonnerie de téléphone brisa l'instant suspendu. « Désolé » murmura-t-il. « C'est Alexandre. Il dit que c'est urgent. » Élise hocha la tête, dissimulant mal sa déception. La magie venait de s'évanouir. 2 jours plus tard, François prit une décision. Il ne pouvait plus rester dans l'ambiguïté. Il invita Élise à dîner dans son Penthouse, avec vue sur toute la ville. Il avait tout prévu. Son plat préféré. Des fleurs. Une rampe spéciale pour qu'elle puisse accéder facilement à la terrasse. Ce soir-là, il allait lui ouvrir son cœur. En attendant son arrivée, François tournait en rond dans son appartement, le cœur battant et l'esprit agité. Il répétait mentalement ce qu'il allait lui dire, pesant chaque mot, chaque silence. Il ne voulait pas lui faire peur. Il voulait être sincère sans être brutal. Mais il ne pouvait plus faire semblant. Ce qu'il ressentait pour Élise dépassait de loin les frontières de l'amitié. C'était devenu une évidence douloureuse. À 20 heures précises, la sonnette retentit. Il s'empressa d'ouvrir, un sourire déjà prêt sur les lèvres, mais celui-ci s'effaça dès qu'il vit le visage d'Élise. Elle était là, devant lui, mais son teint était livide, et ses yeux gonflés trahissaient les larmes récentes. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, alarmé. Élise inspira profondément, cherchant ses mots. « Julien est venu me voir aujourd'hui » dit-elle d'une voix tremblante. « Il m'a dit qu'il avait fait la plus grande erreur de sa vie en me quittant. Il veut qu'on se donne une seconde chance. » François sentit un vide s'ouvrir en lui, comme si l'air avait soudain déserté la pièce. « Et, qu'est-ce que tu lui as répondu » demanda-t-il avec un calme fin. Élise détourna le regard, les mains jointes. « Que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Il s'est passé tellement de choses ces derniers mois. Je suis perdu, François. » Il acquiesça lentement, retenant l'ouragan intérieur qui menaçait de le submerger. Il voulait hurler, supplier, mais il se contenta de hocher la tête. « Tu veux quand même dîner » demanda-t-il, tentant de garder un ton neutre. « Pour être honnête, je n'ai pas très faim » murmura-t-elle. « Je crois que je devrais rentrer. »« Je comprends » répondit-il, bien que chaque mot lui arrache une douleur sourde. « Tu veux que je te raccompagne ?»« Non, mon père m'attend en bas. Je voulais juste te le dire en personne. » François hocha la tête, incapable de répondre. Quand elle partit, il resta là, figé devant la porte fermée. Le repas soigneusement préparé refroidissait sur la table, et les mots qu'il n'avait pas osé dire pesaient dans son cœur comme des pierres. Ce que François ignorait, c'est qu'au moment même où l'ascenseur emportait Élise vers le rez-de-chaussée, elle luttait intérieurement. Julien représentait un passé rassurant, balisé, familier. Mais François représentait un avenir encore flou, incertain, mais vibrant d'humanité et de sincérité. « Tu plaisantes, j'espère ? Tu penses sérieusement à retourner avec lui ?» lança Daniel en frappant la table du café du poing. « Tu as oublié ce qu'il t'a fait ?» Élise soupira, traçant machinalement le bord de sa tasse avec son doigt. Depuis une semaine, elle évitait autant Julien que François, se noyant dans le travail pour échapper à ses pensées. « J'ai pas dit que je retournerais avec lui, Dany.
J'ai dit qu'il est réapparu et que ça m'a troublé. Et François alors? Cet homme qui t'a accompagné à chaque séance, qui t'a offert un poste, qui est clairement amoureux de toi. Élise leva les yeux, surprise. Il n'est pas amoureux de moi. Daniel leva les yeux au ciel, exaspéré. Élise, tout le monde le voit. Sauf toi. À cet instant, le téléphone d'Élise vibra. Un message de François, un colis vient d'arriver pour toi. En pièce jointe, une photo d'un petit paquet à la réception de la fondation. Malgré le tumulte de ses pensées, un sourire s'invita sur ses lèvres. C'était le 3e en une semaine. Le premier était un livre sur la conception d'espaces accessibles, qu'elle avait mentionné un jour en passant. Le second, une petite plante pour son bureau, accompagnée d'un mot, pour t'accompagner dans tes longues nuits de travail. François respectait son espace, mais veillait discrètement à ce qu'elle sache qu'il était là, toujours là. Tu vois, dit Daniel en pointant du doigt son sourire. Cet homme te connaît. Julien, lui, ne t'a jamais regardé comme ça. De retour à la fondation, Élise trouva le colis sur son bureau. Une boîte plate, soigneusement emballée. À l'intérieur, un cadre photo numérique. Les images défilaient, elle, entourée des enfants du programme de thérapie, elle, riant, dansant même avec François à un gala. Une note l'accompagnait, pour te rappeler tout ce que tu as accompli. Élise sentit sa gorge se nouer. Elle prit son téléphone pour le remercier, mais s'arrêta. Que faisait-elle? Julien représentait une vie planifiée, désormais effondrée. François, c'était le présent. L'imprévisible. L'intensité. Le vertige. Les jours suivants, elle se plongea dans les préparatifs de la grande levée de fonds annuelle de la Fondation, événement crucial pour l'expansion du programme dans d'autres régions. La veille de l'événement, Julien apparut chez elle sans prévenir. « Il faut qu'on parle, dit-il, debout dans l'encadrement de la porte. Élise hésita, puis le laissa entrer. Il semblait nerveux, méconnaissable, bien loin de l'avocat sûr de lui qu'elle avait connu. « J'ai longuement réfléchi, commença-t-il en s'asseyant. J'ai eu peur, et j'ai agi comme un lâche. J'ai commis une erreur terrible. Pourquoi maintenant, Julien? Des mois se sont écoulés. Julien baissa les yeux. Je t'ai vu dans ce magazine économique, aux côtés d'Hernandez. Tu es devenue si forte. Et, ta condition semble s'améliorer. Élise le fixa, blessée. Donc, maintenant que je vais mieux, maintenant que j'ai un bon poste, je suis à nouveau digne d'être aimé? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais quelle est la différence entre toi et François? Coupa Élise, la voix tremblante de fermeté. Lui ne m'a jamais vue comme une femme brisée à réparer. Il me voit entière. Exactement comme je suis. Le soir de l'événement arriva. Le salon du plus prestigieux hôtel d'Aix-en-Provence brillait de mille feux. Élise portait une robe rouge d'une élégance sobre, assortie à son fauteuil argenté spécialement adapté pour l'occasion. À l'entrée, François l'attendait, le regard brillant. « Tu es éblouissante », murmura-t-il en l'embrassant sur la joue. « Et toi, très élégant », répondit-elle avec un sourire qui lui échappa malgré elle. La soirée fut un franc succès. Les dons dépassèrent les prévisions. La vidéo qu'Élise avait réalisée, avec les témoignages des bénéficiaires, arracha des larmes et des salves d'applaudissements. Le moment de son discours arriva. François la présenta avec des mots d'une sincérité bouleversante, mêlant admiration professionnelle et personnelle. Élise monta lentement sur la plateforme élévatrice. Toute la salle se leva pour l'accueillir. « Il y a un an, commença-t-elle d'une voix assurée, je pensais que ma vie était finie. Un accident m'a privé de mes jambes, et la personne qui m'avait promis de m'aimer dans la santé comme dans la maladie m'a quitté avant même de prononcer ses vœux. Un silence sacré envahit la pièce. Mais j'ai appris que la dignité ne se mesure pas à la capacité de marcher, mais à celle de continuer d'avancer. Que le courage, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque jour malgré la peur. Et que l'amour véritable n'est pas celui qui fuit les tempêtes, mais celui qui reste, et qui te voit, vraiment. Avec toutes tes failles. » Son regard chercha celui de François. Lorsqu'il le trouva, il y brillait une fierté si pure qu'elle en eut le souffle coupé. Grâce à cette fondation, des centaines de personnes redécouvrent leur valeur au-delà de leurs conditions physiques. Parce que nous méritons tous d'être vus, comme des personnes entières. Pas comme des problèmes à résoudre. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Des larmes, des sourires.
de l'espoir à l'état pur. Lorsqu'elle retourna à sa place, François lui prit discrètement la main sous la table. Il la serra avec une douceur infinie. C'est alors qu'elle le vit. Julien. Debout, au fond de la salle, applaudit lui aussi. Comment était-il entré? Une vague d'anxiété lui serra l'estomac. À la fin du dîner, alors que les invités quittaient peu à peu la salle, Julien s'approcha de leur table. « Félicitations pour ton discours », dit-il avec ce sourire qu'elle connaissait trop bien. « Tu as toujours eu un don pour toucher les cœurs. » François se raidit, mais resta maître de lui. « Nous nous connaissons » demanda-t-il d'un ton neutre. Julien Soto, dit-il en tendant la main. L'ex-fiancé d'Élise. Un silence lourd tomba sur la table. Élise aurait voulu disparaître. Enchanté, répondit François, le sourire figé. Et là, à la stupeur générale, Julien s'agenouilla devant la chaise roulante d'Élise. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Me donnerais-tu une autre chance? Est-ce que tu accepterais de m'épouser? Des murmures parcoururent la salle comme une onde invisible. Les regards se tournèrent tous vers la scène improbable qui se déroulait sous leurs yeux. Des téléphones furent levés, prêts à immortaliser l'instant. Élise sentit l'air se retirer de ses poumons, comme si le temps s'était figé autour d'elle. Là, à genoux devant elle, Julien, son ex-fiancé, la regardait avec des yeux fiévreux, le cœur battant et la voix tremblante. « Élise, je t'aime. Épouse-moi. Donne-moi une seconde chance. » Le visage de François, debout à côté d'elle, resta de marbre, mais la tension dans ses épaules trahissait son agitation intérieure. Élise, elle, sentit son cœur s'emballer. Elle aurait voulu disparaître. « Julien, relève-toi, s'il te plaît » souffla-t-elle d'une voix basse, teintée de gêne. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit. « Et alors » insista-t-il, défiant l'assemblée. « Je t'aime, Élise. Et je veux que tout le monde ici le sache. » Un silence tendu s'installa. Élise inspira profondément, se reconnectant à sa propre vérité, à sa douleur ancienne devenue force. Elle redressa la tête, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait imaginé. « Non, Julien. Je ne me remarierai pas avec toi. Ni maintenant, ni jamais. » Le sourire confiant de Julien s'évanouit. Un frisson d'humiliation parcourut son visage. « Tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Quand tout s'est écroulé, tu as choisi la fuite. Et maintenant que tu me vois debout, forte, entourée, tu veux revenir. Mais le véritable amour ne fonctionne pas comme ça. » Julien se releva, le visage cramoisi. Ses yeux cherchèrent ceux de François, mêlant jalousie, défaite et une once de regret. « Je vois. Tu préfères le millionnaire? Très commode. » François fit un pas vers lui, mais Élise l'arrêta d'un simple geste. C'était son combat. « Ce que je préfère, dit-elle calmement, c'est quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. Pas pour ce que j'étais. Ni pour ce que je pourrais devenir. Quelqu'un qui n'a pas peur de mes cicatrices. S'il te plaît, pars. » Julien regarda autour de lui. Les invités, gênés, évitaient de croiser son regard. L'orgueil blessé, il fit volte-face et quitta la salle sans un mot. Un silence pesant s'installa après son départ. Puis doucement, François s'agenouilla à côté du fauteuil d'Élise, sans se soucier des regards encore braqués sur eux. « Tu vas bien » demanda-t-il doucement, les yeux remplis d'inquiétude. Elle hocha la tête. Contre toute attente, elle se sentait plus légère que jamais. Mieux que je ne l'ai été depuis très longtemps. Plus tard, alors que la salle s'était vidée, ils étaient restés tous les deux, assis sur la terrasse, regardant les lumières de la ville scintiller dans la nuit provençale. « Merci de ne pas être intervenu, dit-elle. Je savais que tu devais l'affronter seul. C'était important pour moi. Comme une dernière porte à fermer. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, murmura François. Un silence confortable les enveloppa. Puis Élise murmura, presque comme un aveu. J'ai peur, François. Il se tourna vers elle. De quoi? De dépendre à nouveau de quelqu'un. D'ouvrir mon cœur, et qu'on le piétine. De ne pas être suffisante. François saisit sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. Moi aussi, j'ai peur. Peur que tu ne vois en moi qu'un compte en banque, comme tant d'autres. Peur de ne pas être assez bien pour toi.
Pour la femme extraordinaire que tu es. Elle sourit à travers ses larmes. On fait une belle paire de lâches, alors. Ou peut-être, sommes-nous juste deux âmes blessées qui réapprennent à faire confiance. Doucement, il se pencha vers elle. Cette fois, aucun obstacle ne s'interposa. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre, chargé de promesses silencieuses. Quand ils se séparèrent, Élise posa son front contre celui de François. « On peut y aller doucement », murmura-t-elle. « On a tout le temps du monde », répondit-il, le cœur débordant d'espoir. 1 an plus tard. Encore une fois, l'encouragea François, debout à ses côtés, tenant les barres parallèles. Élise fit un pas hésitant. Ses bras tremblaient, une perle de sueur glissait le long de sa tempe. Mais elle n'abandonna pas. Encore un, pensa-t-elle. Elle posa le pied. Puis un autre. Ses progrès étaient stupéfiants. Elle pouvait désormais se tenir debout et marcher quelques pas avec appui. François la regardait comme on regarde un miracle. Leur relation avait fleuri sans effort, portée par le respect, la patience et l'admiration mutuelle. Les dîners de famille rassemblaient désormais leurs deux clans, où Sarah et les parents d'Élise riaient ensemble comme s'ils s'étaient toujours connus. « Je suis tellement fier de toi », dit François en l'aidant à regagner son fauteuil. « Et moi, je ne serais jamais arrivé là sans toi. » Sous la direction d'Élise, la fondation avait connu un essor remarquable. Son programme de technologies adaptatives changeait la vie de centaines de personnes dans 5 États mexicains. Ce jour-là, François et Alexandre étudiaient les résultats trimestriels. « On n'a jamais eu d'aussi bons chiffres », admit Alexandre. Il marqua une pause, puis, sincère. « Tu avais raison à son sujet. »« Je le savais », répondit François avec un sourire tranquille. « Et maintenant, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. » Il sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur, une bague en diamant brillait doucement. « Tu es sûr ?» demanda Alexandre. « C'est un grand pas. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Une semaine plus tard, François invita Élise à un dîner spécial. Lorsqu'il arriva pour la chercher, il fut surpris de la voir debout, appuyée sur une canne. « Céline dit que je dois m'entraîner. Ça ne te dérange pas qu'on marche lentement ? Je marcherai à ton rythme, jusqu'au bout du monde, répondit-il en l'embrassant sur la joue. En voiture, il semblait nerveux. Élise le remarqua. Tout va bien ? Oui, juste que, aujourd'hui est un jour spécial. Elle fronça les sourcils, essayant de se souvenir de la date. Mais rien ne lui venait. Quand ils tournèrent dans une rue familière, son cœur se serra. Elle reconnut immédiatement l'endroit, la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Là où tout avait basculé. « Pourquoi sommes-nous ici ?» murmura-t-elle, émue. « Il y a 1 an, tu as été abandonné ici. Je me suis dit qu'il était temps de transformer ce souvenir en quelque chose de beau. » Avec une patience infinie, François l'aida à sortir. Ensemble, ils avancèrent lentement jusqu'à l'entrée. L'intérieur était éclairé par des bougies. Le silence solennel de la cathédrale semblait les envelopper avec bienveillance. « Je veux que tu marches avec moi jusqu'à l'autel, » dit-il en lui tendant son bras. Comme ça aurait dû être ce jour-là. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Mais cette fois, elles n'étaient pas de douleur. Elles étaient de gratitude. Pas à pas, ils avancèrent. Lorsqu'ils atteignirent l'autel, François se tourna vers elle, profondément ému. « Élise Moreau. Quand je t'ai trouvée ici, tu avais l'air perdu. Mais en réalité, c'est moi qui t'ai trouvée. Tu m'as appris que la véritable force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le courage de se relever chaque jour. » Élise sourit à travers ses larmes. « J'ai quelque chose à te dire, » poursuivit-il. « J'ai racheté le centre de rééducation où tu as commencé ta guérison. Celui qui allait fermer faute de moyens. » Quoi ? Souffla-t-elle, bouleversée. « Je veux le transformer en centre de haute technologie, pour offrir une chance à ceux qui, comme toi, n'en ont pas. Et je veux que tu le diriges. » Il s'agenouilla, sortit la boîte, l'ouvrit. « Je ne te demande pas seulement de devenir ma femme. Je te demande d'être ma partenaire. Dans la vie, dans les affaires, et dans notre mission. Me ferais-tu l'honneur de m'épouser ?» Élise regarda la bague. Puis François. Puis l'hôtel où, 1 an plus tôt, elle avait été laissée seule. Elle tendit la main. « Oui. Oui à tout. »
François glissa l'anneau à son doigt, se releva et l'embrassa, sous le regard silencieux des cierges et du destin. À cet instant précis, comme guidés par un souffle invisible du destin, les portes latérales de la salle s'ouvrirent en silence. Une brise légère sembla les précéder. Les visages familiers surgirent peu à peu dans l'encadrement, formant un cortège inattendu, les parents d'Élise, sa sœur Sarah au bras de son compagnon Alexandre, Daniel, et leurs amis les plus chers. Tous étaient là, témoins silencieux d'un moment qui allait marquer leur histoire. Élise, bouleversée, éclata d'un rire mêlé de larmes, les mains tremblantes posées sur sa poitrine. « Vous étiez tous au courant » lança-t-elle avec un mélange de surprise et d'émotion. « Tous » répondit François avec un sourire complice. « Il nous a fallu des semaines de coordination pour que tout soit parfait. » Robert Moreau, le visage baigné de larmes, s'approcha lentement de sa fille et la prit dans ses bras. « Je suis si fier de toi, ma fille. Si fier de la femme que tu es devenue. » Camille, la mère d'Élise, serra François avec chaleur. « Bienvenue officiellement dans la famille » murmura-t-elle à son oreille. 2 mois plus tard, par une journée lumineuse d'été, Élise et François se dirent oui dans les jardins paisibles de la cathédrale Saint-Sauveur. Entourés de leurs proches, ils avaient choisi une cérémonie intime, à l'image de leur amour. Élise avait insisté pour que l'événement se déroule à l'extérieur. Elle voulait symboliser le choix de construire un avenir neuf, tourné vers la lumière, plutôt que de réécrire un passé douloureux. À l'entrée du jardin, Robert attendait sa fille, vêtue d'un costume sobre mais élégant. « Prête » demanda-t-il avec tendresse. « Plus que jamais » répondit Élise, le visage rayonnant, sa main reposant doucement sur sa canne. La musique s'éleva, douce et solennelle. Les invités se levèrent, les cœurs battants, les yeux rivés sur la mariée. François, ému, l'attendait près de l'autel fleuri, les yeux humides, incapable de détourner le regard. C'est alors qu'Élise se tourna vers son père. « Je peux y aller seule » murmura-t-elle avec une sérénité nouvelle. Robert hocha la tête, fier. Élise fit alors son entrée, lentement mais avec assurance, sa canne comme unique appui. Chaque pas résonnait comme un acte de courage, une déclaration silencieuse à la vie. Lorsqu'elle atteignit François, celui-ci la contempla comme s'il découvrait la 8e merveille du monde. « Je t'aime » souffla-t-il en prenant ses mains avec délicatesse. « Et moi, je t'aime » répondit Élise, la voix tremblante d'émotion. « Pour tout ce que tu es, et pour m'avoir aidé à me souvenir de qui je suis. » Sous le ciel éclatant d'Aix-en-Provence, entourés de fleurs et baignés dans l'amour sincère de leur famille, Élise et François unirent leur vie. Non pas comme 2 âmes blessées en quête de réparation, mais comme 2 êtres complets, unis par la force de leur résilience partagée. 3 ans plus tard, dans les couloirs du nouveau centre de rééducation baptisé Nouveau Pas, Élise sourit en regardant François qui poussait doucement son fauteuil roulant. « Tu te rends compte que ça fait déjà 3 ans depuis notre mariage dans ce jardin » dit-elle, une pointe d'émerveillement dans la voix. « Le temps file quand on consacre sa vie à changer celle des autres » répondit François en s'arrêtant devant la grande baille vitrée donnant sur la zone d'hydrothérapie. Plusieurs patients travaillaient dans une piscine chauffée, accompagnés de kinésithérapeutes attentifs. Ce jour-là, Élise utilisait son fauteuil après une séance particulièrement éprouvante. Elle marchait toujours avec sa canne sur de courtes distances, mais pour cette journée spéciale, le fauteuil lui permettait de conserver son énergie. « Prête à couper le ruban » demanda François en déposant un baiser sur sa joue. « Presque » répondit-elle avec un sourire malicieux. « Je veux juste revoir une dernière fois la salle de thérapie pour enfants. » François acquiesça en silence. Il connaissait trop bien cette passion minutieuse qui animait sa femme. En 3 ans, ils avaient transformé l'ancien centre des L'Arbre, celui où Élise avait fait ses premiers pas de rééducation, en un complexe ultramoderne. Accessible aux familles modestes grâce à un système de bourse, le centre était devenu un modèle international. Ce qui avait commencé ici, à Aix, avait essaimé en Colombie, en Argentine, au Chili, et bientôt en Espagne. Élise voyageait souvent, accompagnée de François, partageant son histoire et son expertise avec des organisations à travers le monde. Directrice Moreau Z, les invités arrivent pour la cérémonie d'inauguration, annonça Martin, l'administrateur du centre, interrompant leur moment. « Merci Martin. »« Nous arrivons » répondit Élise d'une voix assurée. Dans la cour centrale, décorée de rubans et de fleurs, une foule les attendait, des représentants officiels, des donateurs, des soignants, mais surtout des familles bénéficiaires. Les flashs des caméras crépitaient. Élise et François saluaient les invités avec une chaleur sincère.
Au premier rang, leurs parents, désormais retraités mais toujours bénévoles, observaient fièrement. Sarah Moreau, la sœur de François, dirigeait désormais le programme paralympique du centre. Alexandre, fervent défenseur de la cause, supervisait les finances de la fondation. Quand vint le moment des discours, Élise se leva lentement, aidée par sa canne et le bras de François. Elle s'approcha du podium. Il y a 4 ans, ma vie a basculé. Un accident m'a cloué dans un fauteuil. Le jour même de mon mariage, mon fiancé m'a abandonné, dit-elle, sa voix résonnant dans le silence. Elle se tourna vers François. Mais comme le dit le proverbe, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Elle marqua une pause, balayant l'assemblée du regard. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'inauguration d'un centre. C'est la célébration de la seconde chance. Chaque personne ici incarne la résilience, le courage face à l'adversité, la beauté d'un nouveau départ. Soudain, les portes s'ouvrirent à la volée. Tous se retournèrent. Élise reconnut immédiatement Lucie, sa cousine, qui s'avançait précipitamment. « Pardon pour l'interruption, dit-elle à mi-voix. Mais je devais te dire quelque chose. »« Qu'est-ce qu'il se passe » demanda François, inquiet. Lucie sourit, les yeux brillants. « J'ai croisé Julien. Il est fiancé. Il va se marier le mois prochain avec une docteure qu'il a rencontrée à l'hôpital où il travaille. » Un silence suivit. Puis Élise hocha doucement la tête. « C'est merveilleux. Vraiment. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. » Après la cérémonie, Élise se tenait sur la terrasse du centre, contemplant la silhouette familière de la cathédrale. « À quoi penses-tu » demanda François en passant son bras autour de ses épaules. « À tout ce qui a changé en 4 ans. Et à ce jour terrible qui, contre toute attente, m'a mené à toi. » François sourit. « Tu veux marcher un peu ? J'aimerais te montrer quelque chose. » 30 minutes plus tard, il se retrouvait dans le jardin de la cathédrale, la même où il s'était marié 3 ans plus tôt. Le parfum des fleurs avait changé, mais la paix du lieu était intacte. Élise s'assit sur un banc. « J'ai quelque chose à te dire. » J'attendais d'être sûr. François se tourna vers elle, intrigué. « Je suis enceinte, murmura-t-elle, les yeux embués. 12 semaines. Les médecins sont optimistes. Malgré tout. » Le temps sembla s'arrêter. Puis François, les yeux écarquillés, la serra dans ses bras en riant et pleurant à la fois. « On va être parents » souffla-t-il, bouleversé. « Un miracle. »« Encore un » répondit Élise. Le ciel se teintait alors de pourpre et d'or. Assis l'un contre l'autre, ils parlaient d'avenir, de prénoms, de nuits blanches et de berceuses. Quand les lumières de la cathédrale s'allumèrent, ils décidèrent d'y entrer une dernière fois. Élise s'arrêta à l'endroit précis où, 4 ans plus tôt, elle avait pleuré, abandonnée. Aujourd'hui, elle attendait l'homme qui l'avait relevée sans jamais chercher à la réparer. François arriva, tendit la main. Elle se leva sans aide et la prit. « Je t'aime, Élise Moreau, » dit-il en posant ses lèvres sur son front. « Et moi je t'aime, François Moreau, » répondit-elle. « Pour m'avoir sauvée, même quand je ne savais pas que j'en avais besoin. »« Non, » murmura-t-il. « Pour avoir été assez forte pour te sauver toi-même. Et pour m'avoir permis de marcher à tes côtés. » Main dans la main, ils quittèrent la cathédrale vers la place illuminée, laissant derrière eux les ombres du passé pour accueillir les promesses d'un avenir tissé d'amour, de lumière et de miracles.